Madame, monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI 1 à la une de l'actualité. Ce mercredi, il y a eu Conseil des ministres. Plusieurs sujets ont été mis sur la table. Entre autres, bien évidemment, la grève dans le secteur de l'éducation, la hausse des tarifs douaniers à l'échelle mondiale, la création du guichet unique, du permis de construire et du contrôle urbain. La réunion a été présidée par le président Alassane Ouattara. Priorité au dialogue entre le gouvernement et les syndicats du secteur de l'éducation, formation signataire de la convention de grève depuis quelques jours. Une rencontre a eu lieu ce mercredi. Au menu, trouver d'un commun accord des solutions durables à la crise qui secoue l'école ivoirienne ces derniers jours. Et puis la loi du talion, c'est la démarche adoptée par Washington et Pékin dans la guerre commerciale qui les oppose. Toutes les importations en provenance de la Chine sont surtaxées à plus de 100%. En réaction, Pékin annonce des surtaxes de rétorsion contre des produits américains à 84% et non pas à 34% comme initialement prévu. Voilà pour le prologue, tout de suite le développement. On ouvre ce journal avec ce rituel gouvernemental hebdomadaire. Il s'est tenu ce mercredi, le Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État. Comme mesure forte arrêtée, un projet de loi sur la biologie médicale et la création du guichet unique du permis de construire et de contrôle urbain. Le gouvernement s'est aussi prononcé sur les faits d'actualité comme la grève dans le secteur de l'éducation et de la hausse des tarifs douaniers à l'échelle mondiale. Mahma Traoré, Ambroise Asseman et Djamasso. 15 points abordés lors de ce Conseil des ministres, dont 2 projets de loi. L'un fixant le cadre général du développement de l'économie sociale et solidaire. Le second projet de loi est relatif à l'encadrement de la pratique de la biologie médicale en Côte d'Ivoire. Ce projet de loi vise à adapter l'exercice de la biologie médicale aux exigences nouvelles de la réforme hospitalière initiée par le gouvernement. Il prévoit les conditions d'autorisation de l'ouverture d'un laboratoire médical, tant pour les personnes physiques que morales, les règles d'exercice de la biologie médicale en Côte d'Ivoire et les modalités de contrôle de la qualité des examens et de l'élimination des déchets médicaux. Toujours en santé, le gouvernement se préoccupe du bien-être des personnels directement exposés au rayonnement ionisant. Un décret adopté lors de ce Conseil des ministres conforme désormais la Côte d'Ivoire aux règles de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dans cette dynamique de régulation, l'État s'engage par décret à renforcer les attributions du guichet unique du permis de construire. Le guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain est conçu pour assurer une maîtrise accrue du processus de développement de nos villes et pour mettre définitivement un terme aux effondrements d'immeubles, aux constructions irrégulières et disharmonieuses et globalement au désordre urbain préjudiciable à l'action publique, notamment en cas de pluie diluvienne et d'inondation. Dans une démarche de transparence et de redevabilité, le gouvernement rend compte des opérations de passation des marchés publics pour l'exercice 2024. À fin décembre 2024, 5 510 marchés ont été approuvés contre 5 288 à la même période en 2023, soit une hausse de 4,2%. Le montant des marchés approuvés à fin décembre 2024 s'élève à 1 403 milliards de francs CFA contre 1 102 milliards de francs CFA à fin décembre 2023, soit une hausse de 27,3%. Répondant aux questions de la presse sur la grève dans le secteur de l'éducation, le porte-parole du gouvernement salue le retour des syndicats à la table des négociations. On peut juste déplorer que quelques enfants aient perdu des heures de cours, mais à partir du moment où tout le monde est revenu à la table de discussion et que les négociations ont repris, donc il faut s'inscrire dans le processus qui a été mis en place par la fonction publique et qui demande une réflexion plus globale de cette question des primes qui ne touche pas que le secteur de l'éducation. Comment réagit le gouvernement ivoirien à la hausse des tarifs douaniers qui suscite actuellement une guerre commerciale à travers le monde? Nous sommes touchés parce que nous avons environ 4% de nos échanges qui
qui sont faits avec les États-Unis. Ça concerne essentiellement le cacao, le caoutchouc, l'EVA, et puis un peu d'anacade. Donc c'est vrai que nous avons connu cette augmentation. En termes de réaction, il faut dans un premier temps chercher à voir quels sont les nouveaux débouchés qu'on peut trouver pour nos produits pour pouvoir compenser, donc je dirais, cette perte-là. Mais globalement, nous ne sommes pas particulièrement inquiets, ce d'autant plus que vous avez constaté que les financements que nous avions donc, du gouvernement américain se poursuivent. Autre fait majeur de cette rencontre de l'exécutif, 2 appuis financiers, respectivement de 82 milliards de francs CFA et de 9 milliards de francs CFA, qu'accorde le Fonds africain de développement à la Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'amélioration des compétences de l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune, projet visant à améliorer l'adéquation formation-emploi en vue d'accroître le taux d'insertion professionnelle des jeunes. Le Conseil a également acté le renouvellement du mandat de 4 ans de l'Ivoirien Alex Pierre Assanvo en qualité de secrétaire exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Le prochain Conseil des ministres est fixé au 23 avril prochain. À l'issue du Conseil des ministres, le chef de l'État s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie. Il était porteur d'un message du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les 2 chefs d'État entendent œuvrer pour renforcer les liens entre leurs 2 pays. Mahama Traoré. Salem Ould Merzoug est porteur d'un message du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Confronté à une crise migratoire, la Mauritanie plaide auprès des États de l'espace ouest-africain pour une réponse solidaire. Ce n'est pas un problème de la Mauritanie seulement, ce n'est pas un problème du Mali, c'est notre problème à nous tous. Parce qu'on doit, je pense, faire en sorte que cela s'arrête et s'arrête au plus vite parce qu'il altère des rapports entre nos pays, met en péril nos jeunes qui sont lancés au niveau de ces mers. Et je suis heureux de constater qu'il y a une parfaite identité de vue entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie par rapport à cette question-là. Selon le ministre mauritanien des Affaires étrangères, son pays a enregistré plus de 500 morts sur ses côtes en 2024 et déjà une centaine lors du premier trimestre 2025. Les lignes ont aussi bougé du côté du vice-président de la République Tiemoko Meïle Koné qui a accordé ce mercredi au palais de la présidence de la République au Plateau une audience à une délégation du Fonds monétaire international. Le FMI effectue une mission de revue des différents points de la coopération. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. La délégation du Fonds monétaire international, conduite par son chef de mission pour la Côte d'Ivoire, a été reçue par le vice-président de la République Tiemoko Meïle Koné. Une rencontre dans le cadre de la 2e revue du programme économique et financier et de la 1re revue pour le Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité. Nous avons un accord au niveau des services concernant la revue semi-annuelle des 2 programmes du gouvernement. Ces programmes sont soutenus par un arrangement financier du Fonds monétaire international qui totale 4,8 milliards de dollars. Le premier programme qui a commencé en 2023 vise à sauvegarder la stabilité macroéconomique du pays. Le 2e programme vise à renforcer la résilience de l'économie en face des défis liés au changement climatique. Le FMI salue les efforts du gouvernement qui permettent de maintenir une croissance forte et un cadre macroéconomique robuste. De bons points qui renforcent la confiance des partenaires internationaux et la résilience de l'économie. Les performances des 2 programmes étant satisfaisantes, nous pouvons donc achever la revue de ces programmes. Cette revue va donc résulter dans un décaissement d'environ 740 millions de dollars.
Le chef de mission a pour finir souligné l'importance de poursuivre les réformes pour assainir les finances publiques, améliorer le climat des affaires et atténuer les effets du changement climatique. Il indique, en dépit du contexte mondial, des perspectives économiques bonnes pour la Côte d'Ivoire. Un peu plus tôt en journée, la délégation du FMI a eu une séance de travail avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé à la primature au plateau. L'institution financière internationale salue la résilience de la Côte d'Ivoire, qui est un modèle de stabilité et de croissance dans la sous-région. Selon le Fonds monétaire international, en dépit du contexte mondial marqué par des incertitudes, les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire restent bonnes. Au chapitre santé, plus de 3,5 millions de filles âgées de 9 à 18 ans seront vaccinées contre le cancer du col de l'utérus. La campagne a été lancée ce matin dans la cour de la mairie d'Abobo par la première magistrate de la commune et le ministre de la Santé. Le programme élargi de vaccination a déployé ses agents sur toute l'étendue du territoire pour l'administration gratuite du vaccin. Le cancer du col de l'utérus a fait 1417 morts en Côte d'Ivoire en 2022. Le ministère de la Santé lève le bouclier. C'est ce que nous dit Didier Nguessan. Ces jeunes filles se font vacciner. Elles sont désormais protégées contre le cancer du col de l'utérus. Cette maladie a emporté en moyenne 6 vies sur 10 cas en 2022 en Côte d'Ivoire. Les principales victimes sont les adolescentes de 9 à 18 ans qui contractent le virus du papillome humain, HPV, après les premiers rapports sexuels. Cette campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus est mise en œuvre par le programme élargi de vaccination du ministère de la Santé et ses partenaires UNICEF, Gavi, OMS et JH Piego. À travers cette intervention, vous donnez la possibilité à des millions de filles ivoiriennes et d'ailleurs de vivre dans leur future vie de femme, j'insiste, future vie de femme, une sexualité épanouie et de s'engager dans la procréation sans la crainte d'un ennemi mortel. Du 7 au 13 avril, cette campagne va cibler 3 535 286 filles. En plus des centres de santé, les marchés, les lieux de culte et les gares routières recevront également des dispositifs de vaccination comme celui de la mairie d'Abobo. Face à cette situation, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a mis en place diverses initiatives pour lutter contre cette maladie. D'abord, l'introduction de la vaccination contre le HPV en 2019, ensuite le renforcement du dépistage, suivi de l'amélioration de la prise en charge des cas diagnostiqués, l'intensification des actions de sensibilisation auprès des populations et la vaccination. Le cancer du col de l'utérus, véritable problème de santé publique, continue de prendre malheureusement de l'ampleur, causant désolation dans plusieurs ménages. À Bobo, avec près de 2 millions d'habitants, majoritairement jeunes, avec un grand nombre de jeunes filles, s'honorent de recevoir cette campagne. D'ailleurs, cette activité s'inscrit dans notre vision, à savoir trouver des solutions durables aux problèmes de santé de nos populations. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est entièrement gratuit. Enfin, un focus à présent sur le dialogue entre le gouvernement et les syndicats du secteur éducation-formation. Les deux parties se sont retrouvées ce mercredi pour échanger afin de trouver ensemble des solutions durables à la crise qui secoue l'école ivoirienne depuis quelques jours. À l'issue de la rencontre présidée par la ministre d'État Anne-Désirée Oloto, plusieurs mesures ont été arrêtées. C'est ce que nous rapporte Grace Kando. La prime d'incitation en faveur des personnels du secteur éducation-formation fait l'objet d'arrêts de travail depuis le 3 avril par les enseignants. Pour trouver une issue favorable à la résolution de cette crise, 3 membres du gouvernement et des responsables de l'intersyndicale se sont retrouvés ce mercredi sur instruction du Premier ministre. Au thème de la rencontre, plusieurs mesures. L'organisation d'un atelier inclusif les 17, 18 et 19 avril 2025, réunissant l'ensemble des parties prenantes, l'organisation d'une rencontre au cabinet de Madame le ministre d'État pour la restitution des résolutions et des conclusions de cet atelier le mardi 23 avril 2025.
la réaffirmation de la nécessité de privilégier la voie du dialogue responsable pour l'examen de toute préoccupation conformément à l'esprit de la trêve sociale. Les organisations syndicales ont fait le plaidoyer de la libération de leurs camarades incarcérés ou interpellés et la levée des mesures à caractère financier prises lors de l'arrêt de travail observé les 15, 16 et 17 octobre 2024. Les membres du gouvernement, rappelant le principe de la séparation des pouvoirs, ont fait connaître que le plaidoyer relatif à la demande des personnes condamnées ou interpellées relève de la compétence de la justice. Toutefois, ils ont promis porter ces doléances à l'intention du gouvernement. En retour, les membres du gouvernement ont demandé un signal fort allant dans le sens de l'apaisement pour l'arrêt de la grève déclenchée depuis le 3 avril 2025. L'intersyndicale s'engage à consulter sa base le jeudi 10 avril 2025 au cours d'une assemblée générale. L'ambiance a été conviviale, c'était en quelque sorte des retrouvailles, une décrispation totale que je voudrais saluer. Le droit à l'éducation est un droit fondamental. Il est important que cette année scolaire aille à son terme. Le gouvernement voudrait rassurer la communauté éducative, les parents d'élèves, nos élèves, en disant que pour nos enfants, nous serons toujours à la table du dialogue. Gouvernement et l'intersyndicale s'accordent ainsi pour sauvegarder les acquis et promouvoir une école de qualité. Le Forum mondial des partenariats pour la lutte contre la corruption s'est ouvert ce mardi à Washington. Le président ivoirien de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance prend part à ces assises organisées par la Banque mondiale. Cette édition 2025 planche sur l'importance des partenariats pour faire progresser collectivement la lutte contre la corruption. Depuis Washington, retrouvons Michel Digré. Washington DC, siège de la Banque mondiale, des représentants d'institutions gouvernementales, du monde universitaire et de la société civile travaillant sur la lutte contre la corruption sont en conclave. L'enjeu est de fédérer leurs énergies afin de juguler les effets néfastes de la corruption pour une croissance économique durable dans les États. La Côte d'Ivoire est présente à ces assises avec une délégation conduite par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Plusieurs thématiques ont été abordées, la question du genre dans la lutte contre la corruption, la question de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, la question de l'intelligence artificielle et toutes les questions liées aux passations de marché, à la corruption dans le secteur public et dans le secteur privé. Et il était important que nous soyons là pour apprendre des autres, bénéficier de l'expertise et surtout faire du réseautage, créer des partenariats au niveau international pour permettre à la Côte d'Ivoire de réussir son engagement, de réduire la corruption et d'améliorer la probité au niveau du secteur public et du secteur privé. En marge des travaux, Epiphane Zorobalo a eu une séance de travail avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'intégrité. Nos entretiens nous ont permis d'identifier plusieurs axes de collaboration et le président et moi, nous nous sommes entendus pour faire un suivi rigoureux pour nous assurer que nous allons mettre en œuvre les différents domaines de collaboration que nous avons identifiés. L'ouverture prochaine de l'Académie de la bonne gouvernance à Yamoussoukro a été également au cœur des échanges. Je voulais véritablement féliciter le président Epiphane Zoro parce que nous en avions parlé quand j'étais à Abidjan il y a de cela 2 ans et je sais qu'il avait une très grande ambition pour cette académie. Ces choses-là sont très difficiles à mettre en œuvre. Il y a beaucoup d'obstacles et véritablement voir que 2 ans après, c'est devenu une réalité. Et c'est une structure qui va servir non seulement la Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est une structure qui a le potentiel pour servir toute la région ouest-africaine et tous les autres pays francophones. Les partages d'expériences et d'informations au cours de ces assises de Washington permettront à la Côte d'Ivoire de mieux tisser sa toile de la lutte anticorruption.
On regagne la Côte d'Ivoire, précisément le Septentrion. Là-bas, le programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale Presfor a été lancé à la préfecture de Korogo par l'agence foncière rurale AFOR. Le Presfor vise à certifier plus de 530 000 hectares et à formaliser 53 273 contrats agraires d'ici à 2029 dans les départements de Korogo, Dikodougou et Mbengue. En collaboration avec la Banque mondiale, l'AFOR cherche à réduire les conflits fonciers et à renforcer la cohésion sociale à travers le dit projet Ami Sissoko. Le programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale Presfor, officiellement lancé dans le département de Korogo, Dikodougou et Mbengue, piloté par l'agence foncière rurale AFOR avec l'appui de la Banque mondiale, ce projet vise à certifier plus de 530 000 hectares, délimiter 434 villages et formaliser plus de 50 000 contrats agraires d'ici à 2029 gratuitement dans le Poro. Il vise à réduire les conflits fonciers et renforcer la cohésion sociale. Avant, avec les complications, l'autre dit c'est pour moi, l'autre dit c'est pour moi. Bon, ils vont se tirailler et ça revient parfois des parables. Si la forêt est venue maintenant, je sais bien que c'est de bon travail qu'ils vont faire. Nous, on les soutient. Nous allons délimiter, borner et clarifier les droits de chaque propriétaire de plantation de terrain en zone rurale dans les différents villages et de façon systématique. La cérémonie à la préfecture de Korogo a pour objectif de présenter le projet, les représentants locaux de l'AFOR, l'opérateur foncier et les 700 acteurs formés au mécanisme de certification foncière aux populations. On est venu vous montrer le travail technique pour dire c'est la vérité. Qu'il est temps aussi que vous sachiez que ce travail-là dépend de vous. Ça commence par le chef du village. C'est pourquoi, autour du chef du village, on a créé les comités villageois de gestion foncière rurale. Chers collègues, je ne voudrais pas vous donner des instructions, mais je voudrais tout simplement vous instruire de vous approprier aussi le programme de travail de l'opérateur foncier et d'assurer le suivi assidu. D'ici 2029, le Presfor couvrira 16 régions sur 31, avec pour objectif 500 000 certificats fonciers délivrés, plus de 1500 villages délimités, 250 000 contrats agraires signés. Prochaine étape après le Poro, le Tchologo. À Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, le premier mardi de chaque mois est marqué par une tradition bien ancrée, la conférence des directeurs et chefs de service. Ce mois-ci, un invité particulier y fait son entrée, c'est le SOS Village d'enfants. À l'approche des 10 ans du village de Yamoussoukro, le directeur national de l'ONG a livré une communication sur les missions, objectifs et actions de l'institution en faveur des enfants privés de protection familiale, suivant le compte-rendu de Sidonie Davila. Eva Richard. Salut aux couleurs, défilé militaire. Les premiers mardis dans la capitale politique ivoirienne ne sont pas des jours ordinaires. Ce sont des jours dédiés à l'unité, à la cohésion, à la célébration du vivre ensemble. Un moment solennel où le préfet de région et son secrétaire général communient avec l'ensemble des directeurs, des chefs de service, également avec des chefs coutumiers de la région du Bélier. Au-delà du protocole, ces rencontres sont aussi un cadre de partage d'informations clés sur la vie de la nation ainsi que l'actualité locale. Le gouvernement a décidé, avec ses partenaires, de faire une campagne nationale de vaccination. Cette campagne a actuellement cours. Il est important que nous puissions tous nous impliquer pour que nos jeunes filles puissent avoir ce vaccin et être protégées contre ce mal. À l'occasion de cette journée de rassemblement, SOS Village d'enfants de Yamoussoukro s'est invité dans la dynamique pour faire connaître ses missions, ses actions et son engagement en faveur des enfants vulnérables. Les admissions, c'est très lourd. C'est toute une commission qui siège. C'est présidé d'ailleurs par le préfet, avec les services techniques, le ministère de la Femme, le ministère de la Justice et d'autres ministères. Et pour que l'enfant soit admis, son dossier est présenté à la commission. Après l'enquête. Et la commission dira l'enfant est éligible ou n'est pas éligible. S'il est éligible, le juge de tutelle donne ce qu'on appelle l'ordonnance de placement. En mai prochain, SOS Village d'enfants du district des Lacs célèbre ses 10 ans d'existence.
À cette tribune d'échange, le directeur national de l'ONG internationale marque sa satisfaction. Satisfait de l'intérêt que l'audience a porté sur la communication. Dans la célébration, d'ailleurs, on a quelques chefs de service qui ont promis s'associer à nous pour la célébration donc, de cet anniversaire, les 10 ans du village, qui est placé sous la présidence de la Première Dame. Il y a des activités sportives, culturelles et les services régionaux donc, de ces secteurs-là vont s'associer à nous pour faire en sorte que ces activités connaissent un succès éclatant. Après avoir été suffisamment instruit, j'ai demandé au directeur et chef du service de faire en sorte que ces SOS villages soient nos propres villages et que nous devons apporter un appui sans faille à ces SOS villages pour que nous puissions apporter notre contribution au bien-être de ces enfants. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 3 SOS villages d'enfants. Celui d'Abobo, ouvert en 1971, Aboasso en 1983 et Yamsokro, le plus récent, créé en mai 2015. À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, la direction régionale de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a organisé une conférence dans le Bafing. Elle portait sur la cohésion sociale à l'épreuve de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le but est de sensibiliser les populations à cultiver un esprit de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Christian Mandé, Siaka Kone. La cohésion sociale à l'épreuve de l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est le thème de cette conférence tenue à la préfecture de Touba. Initiée par la direction régionale de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté du Bafing, cette rencontre vise à exhorter les participants à porter des messages de paix et de cohésion à la population à quelques mois de la présidentielle. Je vais sensibiliser les parents, surtout nos mamans, nos sœurs, pour dire que les élections, c'est pas la guerre. Renforcer la confiance et de pardon entre les peuples vivant en Côte d'Ivoire, telle doit être l'affaire de tous, insiste Adama Kone, directeur régional de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté du Bafing. Notre rôle, c'est de parcourir les hameaux, tous les villages, afin que la cohésion soit une réalité palpable, afin que la solidarité aussi soit une réalité palpable. Nous le faisons et nous allons continuer. Nous allons intensifier la sensibilisation parce qu'en 2025, c'est une année électorale. Donc, raison de plus pour accentuer la sensibilisation. Il y aura beaucoup d'activités, tout à l'heure on les a citées. Et tout ça, c'est sur instruction de Madame la ministre. Et avec l'aide de Dieu, nous pensons pouvoir mener ces actions à terme. D'autres conférences et séminaires sont prévus dans le but de renforcer la cohésion sociale et de consolider la paix dans toute la région du Bafing. En culture, le Djegele Festival bat son plein à Boundiali. Les festivités de la 9e édition ont effectivement démarré dans la soirée de ce mardi avec le concours du meilleur groupe traditionnel de Balafon. Après les démonstrations de talent, le groupe Néné de Dembasso remporte le titre de vainqueur de la compétition. Témoins de ce sacre, Malika Koulibaly et Adama Kéré. La culture Sénoufo s'exprime. Les notes du balafon rythment l'ambiance. Au centre de cette animation, le choix du meilleur groupe traditionnel. Une étape importante dans la déclinaison du programme de Djegele Festival où divers talents sont mis en exergue. À l'issue de la compétition, le groupe Néné de Dembasso en action s'impose. Les balafonistes venus de la sous-préfecture de Dembasso décrochent la palme du meilleur groupe traditionnel de balafon. Il faut dire que c'est au bout de l'effort que nous avons mené cette victoire. Voilà, il faut dire que ça fait maintenant une semaine, nous sommes entraînés et nous sommes venus compétir. Et par la grâce de Dieu, nous avons mené la victoire. Je suis très vraiment content. C'est la même chose pour la province de Dembasso. Le groupe qui a été gagné, ils ont mérité. Parce que quand j'ai regardé leurs prestations, en tout cas, mais je suis vraiment fier d'eux. En tout cas, je suis content. Je sais qu'ils se sont bien entraînés, ils connaissent bien les principes du jeu. En tout cas, ils ont bien fait. Vraiment, je suis fier d'eux. Pour se démarquer du lot, les candidats en liste doivent se distinguer par l'occupation scénique, l'authenticité et l'originalité de la tenue traditionnelle. Il fallait d'abord les noter sur l'originalité des pas de danse, au niveau aussi du costume, l'occupation scénique et aussi la créativité, parce qu'il faut créer. C'est-à-dire, c'est pas forcément
se fier aux anciens pas de danse, il faut aussi innover. C'est ce qui a fait la différence entre ce groupe et puis les autres. Après cette étape, le groupe de danse vainqueur défendra son titre le vendredi 11 avril prochain au stade de Boundiali, à un autre niveau de la compétition. Ailleurs dans le monde, l'ancien président congolais Joseph Kabila annonce son retour imminent en RDC. Il justifie sa décision par la gravité de la situation sécuritaire et institutionnelle sur place et par sa volonté de contribuer à la recherche d'une solution à la crise que le pays traverse actuellement. C'est depuis l'Afrique du Sud, où il est officiellement installé depuis 1 an, qu'il a décidé de rompre à nouveau le silence via une déclaration écrite. Pas de précision sur la date de son retour, mais c'est à partir de l'Est de la République démocratique du Congo, en proie à un conflit, qu'il se signalera. Son successeur, Félix Tshisekedi, l'accuse d'être le vrai commanditaire du M23. Et puis la guerre commerciale entre Washington et Pékin s'intensifie. Les droits de douane de 125% infligés par les États-Unis à la Chine sont entrés en vigueur aujourd'hui. Toutes les importations en provenance de la Chine seront désormais surtaxées à plus de 100%. En réaction, Pékin annonce de son côté des surtaxes de rétorsion contre les produits américains à 84% et non pas à 34% comme initialement prévu. Donald Trump vient de suspendre pour 90 jours l'application des droits de douane pour tous les pays, sauf la Chine. Et c'est la fin de ce journal, fruit de la collaboration entre les équipes de la rédaction, de la technique et de la réalisation. Merci infiniment de l'avoir suivi.